Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage. On est ensemble, vous le savez, tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité et aux mutations de notre société. Le Premier ministre a été nommé il y a 2 semaines et il menaçait déjà de claquer la porte de Matignon. Pression maximale sur les partis politiques prêts à rentrer, à participer à son gouvernement. Réunion mise en scène comme celle de la dernière chance et qui devrait déboucher dans les prochaines heures sur quoi ? La révélation du premier gouvernement Barnier. Quelle surprise. L'un des chantiers prioritaires de ce gouvernement, ce sera forcément le pouvoir d'achat des Français. Le prédécesseur de Michel Barnier avait promis la désmicardisation de la France. On ne peut accepter une France où beaucoup sont condamnés à rester proches du SMIC toute leur carrière. La progression salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Comment rouvrir la trappe à bas salaire dans laquelle des millions de Français sont enfermés? Ce sera le thème de notre second débat dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, ce bras de fer triangulaire entre le président de la République, le Premier ministre et les partis politiques qui aboutira dans quelques heures, qui sait, à la formation d'un nouveau gouvernement. Audrey Betaz. Fumée blanche ce soir à Matignon. Un accord de gouvernement aurait été trouvé autour de 38 ministres. La réunion de la dernière chance aura duré 1h40. Autour de la table, 8 forces politiques de droite et du bloc central. Gabriel Attal, Édouard Philippe arrivé en urgence du Havre ou encore Hervé Marseille, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Tous convoqués par Michel Barnier pour surmonter les blocages qui empêchent la formation d'un nouveau gouvernement. À l'arrivée, le patron de l'UDI se montre optimiste. C'est pour ce soir. Possiblement, oui. Mais il le sait, les points de friction sont nombreux. Les impôts seront-ils augmentés, comme l'a évoqué Michel Barnier? Une nouvelle loi immigration est-elle envisagée? Les postes les plus importants, les ministères régaliens, iront-ils tous aux Républicains? J'ai vu notamment certains représentants de la droite républicaine considérer que le gouvernement Barnier était l'occasion d'une réhabilitation de la droite républicaine. Mais je le rappelle, la responsabilité de la droite républicaine, comme celle des formations du centre et d'une certaine manière de la gauche modérée, eh bien, c'est de participer à la réussite de ce gouvernement qui suppose des compromis de part et d'autre pour répondre aux Français. Toutes ces questions ont-elles pu être réglées en 1h40? Rien n'est sûr, mais un accord semble ce soir trouvé. Pour la gauche, ces divisions ont déjà montré la faiblesse du futur gouvernement. Mais on voit bien les divisions, parce que derrière, c'est l'ensemble de ces divisions. Et puis derrière, qui commande tout ça? Marine Le Pen, l'extrême droite, et tout ça, qui a décidé de cette situation-là? C'est le président de la République. Michel Barnier est quant à lui attendu ce soir à 19h à l'Élysée. C'est un accouchement dans la douleur que l'on assiste et que l'on va décrypter avec mes invités. Pascal Perrineau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur des universités associé au CEVIPOF et vous publiez Le goût de la politique, un observateur passionné de la Ve République aux éditions Odile Jacob. J'accueille Alix Bouillaguet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous accueillir sur ce plateau. Éditorialiste politique à France Télévisions. Adrien Brachet, bonsoir et bienvenue, déjà un habitué. Vous êtes journaliste politique à Marianne et contributeur à la Fondation Jean Jaurès. Et Sophie Dravinel, éditorialiste politique à mes côtés tous les jeudis, tous les mardis. Bonsoir et bienvenue. Bon, on va pas vous mentir, à cette heure-ci, il est 18h et quelques. Vous avez les uns et les autres plein de noms de ministres, des formations de gouvernement qui vous arrivent sur vos téléphones. Vous savez quoi? Nous, on va donner aucun nom parce que tant que c'est pas officiel, on va pas prendre le risque d'être démenti dans la minute. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Pascal Perrineau? Ce coup de pression, cette menace de démission. Bon, on sentait qu'on y allait. Fallait pas trop exaspérer le chef d'orchestre que tente d'être Michel Barnier, mais on sentait qu'on y allait. Et on a été un peu, comment dire, il y a eu des écrans de fumée parce que chacun roulait les mécaniques pour essayer de peser davantage dans la composition forcément plurielle de ce gouvernement. On le sait, la majorité relative, toute relative qu'il y a derrière Michel Barnier est une majorité extrêmement composite qui va des marges de la gauche même, si on verra s'il y a
un ou deux ministres qui l'une ou l'autre des personnalités venues de la gauche, des petites marges, oui, des petites marges. Mais Lyotte, qui est un groupe qui mélange des gens qui viennent d'horizons tout de même assez divers, jusqu'à LR, en passant par toutes les composantes de la majorité présidentielle, qui sont également, elles, nombreuses. Donc, tout le monde roulait les mécaniques et tout le monde disait « je vais faire un malheur sur les impôts, je vais faire un malheur sur ceci ». Mais est-ce qu'il pensait vraiment faire un malheur et se retrouver devant une situation de blocage total si Michel Barnier avait rendu son tablier. Donc je crois qu'il y a eu au dernier moment un léger sursaut de responsabilité. D'ailleurs, c'était un mot utilisé par Michel Barnier qui appelait tout le monde à un peu de responsabilité. Ouais. Alix Bouillaguet, à quel point... c'est quand même étonnant qu'il ait fallu en arriver là, à cette menace de démission, pour réussir à former un mouvement. Je vois Pascal Perrineau dubitatif, c'est pas si étonnant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que Michel Barnier a peut-être péché, du haut de ses 73 ans, peut-être par un peu de naïveté ou de candeur. Pourtant, lui qui a négocié avec Boris Johnson le Brexit, là, il a trouvé quand même plus fort que lui parce qu'il a sous-estimé sans doute le poids de la Macronie, et une Macronie qui finalement ne serait pas forcément un allié, une alliée. Gabriel Attal... On sent qu'il a quand même mal vécu la sortie de Matignon. On a vu que sur le perron de Matignon, ça s'était pas très très bien passé entre les deux hommes. Et donc en fait, il faut rien attendre de Gabriel Attal. Michel Barnier, il a compris que son meilleur ennemi, ce serait sans doute lui. Et d'ailleurs, il y a une phrase dans Le Point, dans cette interview qu'il donne au Point, qui explique à quel point la guerre est quasi déclarée. Il dit rien ne pourra se faire sans nous, sous-entendu le groupe de la majorité. Et si nous parvenons à un compromis, ce sera le Parlement décide, le gouvernement exécute. Ça, c'est quand même l'interview qui paraît ce matin, c'est une sacrée pression sur les épaules de Michel Barnier. Et on en reparlera évidemment de cette interview de Gabriel Attal au Point sous l'angle de l'ambition personnelle. On y viendra un peu plus tard, Sophie. Adrien Brachet, peut-être qu'on peut avancer et raconter. Ensuite, on va essayer quand même un peu de donner l'architecture que pourrait avoir ce gouvernement en étant prudent. Mais on peut peut-être avancer en racontant ce qui s'est passé depuis 2 jours, à quel point ça a été tendu entre Michel Barnier et peut-être déjà Emmanuel Macron et un certain nombre de ses fidèles, on va dire ça comme ça. Ce qui est toujours très compliqué dans ce genre de situation, c'est qu'il faut toujours distinguer ce qui est de l'ordre du théâtre et du spectacle, parce que, en effet, tout le monde a intérêt à un moment, dans le rapport de force, à tenter le petit coup de gueule. On a eu différentes séquences, si vous voulez. On a eu ce week-end le Modem dans les journaux du dimanche qui a dit attention, il ne faut pas qu'il y ait trop de ministres issus des Républicains. Ensuite, il y a eu l'offensive de Gabriel Attal, de Gérald Darmanin, notamment sur la question de la fiscalité des impôts, en disant surtout s'il y a une hausse d'impôts, je ne veux pas participer à ce gouvernement. Il y a eu cet échange, ces rencontres entre Michel Barnier et Emmanuel Macron, au cours desquels, de ce que fait comprendre l'Élysée, Emmanuel Macron aurait rappelé à Michel Barnier qu'il fallait que son gouvernement soit un gouvernement représentatif des différentes forces sur lesquelles il va s'appuyer au Parlement. Et puis, il y a toujours les Républicains qui, eux, sont très gourmands depuis le début, puisqu'ils se retrouvent dans une situation où cette famille politique qui pèse 47 députés à l'Assemblée nationale, qui a enchaîné les revers électoraux depuis 2012, se retrouve dans une situation d'accéder au gouvernement et à des postes, on en parlera peut-être, importants. Donc il y a aussi chez les Républicains d'un coup une sorte d'effet de ralliement en se disant tout le monde qui veut être ministre. Donc chacun avance un petit peu ses pions, il y a un grand jeu d'échecs et au fond, c'est ce que je parlais tout à l'heure avec un conseiller ministériel qui me disait mais au fond, au centre et à droite, tous ceux qui visent 2027 n'ont aucun intérêt à ce que Michel Barnier réussisse. Donc c'est la difficulté pour Michel Barnier, c'est qu'il joue avec des gens qui, tous autour de la table, ont intérêt à ce qu'au bout il échoue, mais qui tout de même n'ont pas trop intérêt à se montrer perturbateurs. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il porte la responsabilité. En fait, c'est une ligne de crête très compliquée pour Gabriel Attal, pour Laurent Wauquiez, pour Édouard Philippe. C'est arriver à dire « Regardez-nous, on est responsables, on est constructifs, etc. On a permis à ce gouvernement de se former. » Mais attention, on ne cautionne pas non plus tout ce que fait Michel Barnier. Oui. Sophie Dravinel, on ne doit pas parler des ministres, mais on peut peut-être parler un peu de l'architecture, de ce qu'on sait de l'architecture de ce gouvernement. Absolument, et on peut en parler parce que c'est Gabriel Attal qui en a
dit quelques mots aux députés proches de lui. Et donc, il y aurait 38 ministres dans ce nouveau gouvernement, dont 16 de plein exercice, avec parmi eux 7 macronistes pour l'équilibre global politique, 3 LR, 2 Modem, 1 Horizon et 1 UDI. Voilà, ce qui donne un peu une idée d'une ouverture assez faible à gauche quand même, il faut le dire, voire très faible. Alors il y aurait quand même un divers gauche et un divers droite, je sais pas. Voilà, mais après sur les pleins exercices, divers gauche aussi, ça dépend de l'appartenance macroniste ou non. Cet équilibre, pardon, nous avons mais cet équilibre, il va s'évaluer en fonction des ministères. Est-ce que c'est Bercy? Est-ce que c'est un ministère entre guillemets moins important? Et puis peut-être Pascal Perrineau, il faut quand même dire, ça a peut-être fait partie des surprises de Michel. Il y a eu un petit souci de RH, quoi, si je veux parler en langage entreprise, de ressources humaines. C'est-à-dire, tout le monde n'était pas prêt à y aller, c'est ça? Non, tout le monde n'est pas prêt à y aller. Vous savez, on ne se bat plus pour devenir député, on ne se bat plus pour devenir maire, on ne se bat plus, et oui, pour devenir ministre. C'est quand même une surprise. Eh oui. Enfin, ça dépend des camps. Chez LR, on se battait peut-être un peu plus. Oui, parce qu'en effet, il y avait un retour. Oui. D'ailleurs, sur l'affaire de LR, on a l'habitude de dire LR, 47 députés. C'est vrai à l'Assemblée nationale. Mais si le processus... On est au Sénat, n'oublions pas le Sénat. N'oublions pas le Sénat. Bien non, sûr. mais c'est vrai. Bien sûr, c'est très important. Le processus de la loi, ça se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et LR, c'est une puissance au Sénat. Et d'ailleurs, Gérard Larcher était de toutes les réunions avec Michel Barnier. Et donc, le fait qu'il y ait plusieurs ministres LR n'est pas 6 et 3 sur 18, vous voyez, ça semble pas... Ça sur semble 16 de plein exercice. Oui. Voilà. Ou 16 de plein exercice, ça semble, au fond, relativement raisonnable. Mais il y a un problème de RH, et puis il faut reconnaître qu'au plus haut sommet de l'État, on l'a vu, nous n'avons pas un spécialiste des ressources humaines avec Emmanuel Macron. Il y a une certaine maladresse dans la gestion des ressources humaines. Et si, au fond, Michel Barnier arrive à trouver des hommes et des femmes de toutes ces sensibilités, avec l'équilibre que l'on pressent, les RH sont un peu plus possédés à Matignon qu'à l'Élysée. Alix Bouillaguet, je vais poser une question volontairement un peu naïve, moi aussi. Qu'est-ce qui s'est joué cet après-midi à Matignon? Ça a duré un peu plus d'1h30. Une négociation sur un programme de coalition, sur des idées, ou alors simplement je veux être ministre de ci, je veux avoir 3 ministres et je veux qu'il ait un ministère régalien. Je ne suis pas convaincue qu'ils soient allés vraiment dans le détail du programme, parce que sinon ça aurait sans doute duré un peu plus longtemps. Peut-être qu'ils ont quand même évacué 2-3 difficultés. Peut-être qu'il y a eu notamment une clarification sur cette fameuse fiscalité plus juste. Oui. Peut-être qu'il a précisé... Michel Barnier se serait engagé à ce que les impôts n'augmentent pas pour les classes moyennes et les Français qui travaillent. Ce qui veut dire que finalement, on reste sur la piste qui avait d'ailleurs été mise sur les rails par Bruno Le Maire, qui serait la taxation peut-être des super profits de certaines entreprises comme les énergéticiens, ou encore la taxation du rachat d'actions. Donc en fait des classes, des entreprises riches ou des plus aisées. Donc ça veut dire que pour certains, si on veut être vraiment soucieux du détail, il y aura quand même des hausses d'impôts. Donc peut-être que ce sujet-là est évacué, mais pour le reste, je pense qu'on en était aux équilibres. Chacun, Horizon, Modem a voulu sa part du gâteau. Après, moi, je suis assez surprise parce que dans ces équilibres, pour l'instant, on parlait d'une hégémonie, d'une vague LR. Finalement, il n'y en a que 3. Alors, effectivement, s'ils sont 3, mais qui tiennent l'intérieur, Bercy et le Quai d'Orsay, par exemple, c'est vrai que ce sera juste 3, mais ils pèseront beaucoup. Mais il n'y a pas un raz-de-marée LR comme la petite musique le laissait entendre. Et alors, on a beaucoup employé l'expression ligne rouge aussi depuis quelques jours. Pardon d'utiliser un cliché, mais chaque parti politique, prêt à travailler avec Michel Barnier, posait en quelque sorte ses conditions. Laurent Wauquiez, par exemple, les bases d'une politique de droite, voilà ce qu'il disait. Ce que les Français attendent, c'est qu'il y ait du changement. Les Français ne veulent pas que ça continue comme avant. Ils veulent qu'il y ait de la rupture et ils veulent qu'on redresse le pays. Et notre conviction, c'est que sur un certain nombre de domaines, on a besoin d'une politique de droite. Pour qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts, pour qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'il y ait moins d'immigration. Et notre engagement sera aux côtés de Michel Barnier pour l'aider à ce que ces politiques puissent être menées. Et ce sera tout le sens de notre implication à ses côtés.
Ça, c'était jeudi dernier à Annecy, quand Michel Barnier est venu rencontrer les parlementaires LR qui faisaient leur rentrée. Adrien Brachet, est-ce que c'est plus difficile pour, alors c'est pas de la psychologie, mais pour Michel Barnier de dire non à son propre camp? Vous voyez ce que je veux dire dans l'architecture, l'équilibre de ce gouvernement? C'est compliqué parce que de toutes les façons, à la fin, il aura besoin des voix des uns et des autres à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est certain, c'est que d'ailleurs c'était assez intéressant à voir et assez révélateur peut-être sur les passions humaines la semaine dernière à ces journées parlementaires. Il y avait quand même une ambiance à la fois chez les députés et chez les sénateurs, un peu de fanfaronnade. C'était ça y est, on est de retour, c'était on a réussi, on va revenir au gouvernement, c'est nous qui avons imposé nos conditions, etc. Donc ce qui est compliqué à gérer aussi, c'est ce côté très sur d'eux et très confiant des Républicains qui, maintenant, ne vont pas vouloir lâcher leur part du gâteau, même si, en effet, on ne pourra pas avoir un raz-de-marée, les Républicains, au gouvernement. À un moment, c'est une famille politique qui a pesé environ 7% aux dernières européennes. Donc, il faut quand même un petit peu de décence. Mais c'est vrai qu'il y a une telle volonté chez les Républicains, maintenant, de se survendre que ce sera une difficulté. Après, je voulais revenir sur la question des hausses d'impôts sur laquelle Laurent Wauquiez a insisté, mais qui, en fait, une ligne rouge, comme vous dites, sur laquelle ont insisté aussi Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Il y a quand même une forme d'hypocrisie, je pense, autour de cette question, dans la mesure où on le dit bien, pour marquer auprès de l'opinion, on ne voudra pas de hausse d'impôts, etc. Mais en effet, en off, en coulisses, tout le monde convient qu'il y aura des ajustements à faire sur certaines niches fiscales, sur certains dispositifs, peut-être le crédit d'impôt pour les entreprises. Donc finalement, il y a un peu un affichage en disant on ne va pas augmenter les impôts, mais en coulisses, on sait qu'il y a un moment, il faudra toucher quand même quelques dispositifs fiscaux pour combler les caisses. Cet affichage, d'ailleurs, il avait encore lieu ce matin chez nos confrères de Sud Radio. C'était avec la députée du camp macroniste Prisca Thévenot. Et nous sommes très clairs, c'est les lignes rouges, c'est on ne revient pas sur la réforme des retraites, ou alors on nous explique comment on finance et comment on protège les pensions, notamment avec 850 000 retraités qui vont voir leur pension augmenter d'ici quelques jours là. Nous ne voulons pas remettre ça en cause. Et ensuite, comment on fait aussi pour pouvoir redresser les comptes publics sans alourdir la pression fiscale sur les Français, donc, sans qui est déjà les impôts. Pascal Perrineau, c'est assez étonnant d'entendre un Michel Barnier qui a une longue carrière politique à droite annoncer des hausses d'impôts, même s'il y a une réalité budgétaire qui commande. Mais... D'ailleurs, attention, au départ, il avait parlé de justice fiscale. Lors de la passation de pouvoir. Puis après, on lui fait dire des choses qu'il n'a pas dites. Et de toute façon, c'est Gérald Darmanin qui lui fait dire. On va y revenir parce que c'est très intéressant. Et ensuite, s'il y a une fiscalité, ça sera sur des groupes extrêmement ciblés, tout à fait en haut de la pyramide des revenus, apparemment, d'après ce que l'on sait. Et ça sera une hausse épisodique et non pas permanente. Donc, vous voyez, déjà, on est. Et je crois que ça aurait été intéressant aussi d'avoir un débat sur la réduction des dépenses. Parce que c'est très bien de donner des grandes leçons, là, chacun donner des leçons de maintien fiscal au Premier ministre, mais voilà, j'aurais aimé que beaucoup soient plus prolixes sur comment fait-on pour tailler dans les dépenses de l'État, parce qu'en la matière, la France se pose là. En matière de dépenses de la puissance publique. Donc, il y a eu, là, il faut reconnaître, et encore quand on écoute Madame Thévenot, j'allais dire, on est tout de même dans le grand théâtre politique qui parfois, d'ailleurs, tourne un peu au guignol. Les lignes rouges, d'ailleurs, on est dans la couleur de guignol. Bonne blague. Sophie Dravinel. Je voulais juste dire sur les impôts, ou disons sur les questions fiscales, sur le fait qu'on puisse aussi toucher aux niches fiscales, qui est une forme d'impôt pour certains. La question, c'est que, disons que même si ça a été dit peut-être à sa place, il le pense peut-être aussi, et qu'il n'est pas le seul à penser. Et parmi ceux qui pensent comme lui, il n'y a pas que des gauchistes échevelés. Je pense à François Villeroy de Galhau à Bercy, on ne peut pas le qualifier d'excessif, ou Pierre Moscovici, et tous les deux ont insisté là-dessus aussi. Donc il y a quelque chose d'assez fort
sur la nécessité éventuellement d'actionner ce levier-là. Oui. Alors racontons peut-être l'histoire, ce qui nous amène à discuter d'éventuelles hausses d'impôts et de la positionnement de Michel Barnier sur une taxe sur les superprofits. C'est Gérald Darmanin qui allume la mèche après avoir rencontré Michel Barnier. Officiellement, je crois que c'était pour faire le bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est ça ? En plus, on n'est absolument pas certain que Michel Barnier lui ait parlé de quoi que ce soit, et notamment pas de ce sujet-là. Pour les autres groupes, il n'a pas été question de préciser ce qu'il mettait derrière cette notion de justice fiscale. Et c'est vrai que c'est Gérald Darmanin qui a expliqué aux députés macronistes qu'il y allait avoir ces hausses d'impôts, que c'était un totem, et que dans ces cas-là, il n'irait pas au gouvernement. Or, personne ne lui demande, jusqu'à preuve du contraire, d'aller au gouvernement. Il est plutôt sortant et plutôt... C'est peut-être justement parce qu'il a eu la certitude qu'il n'y serait pas qu'il a fait ce qu'on appelle de la politique. Donc, en fait, il a fait cette sortie qui a mis le bazar, où chacun a donné son avis, ligne rouge. Dans ces cas-là, on n'y va pas. Bon, qui a fait quand même monter la pression. Tout ça pour le lendemain matin... aller dire que si c'était ça, il n'en serait pas. Or, il s'est fait sa petite aussi musique quand même tout seul. Il n'en était pas. Il n'en était pas. Il s'est remis au centre du jeu. Il y a aussi une petite guéguerre avec Gabriel Attal. Il veut récupérer les députés macronistes. Donc, il va y avoir une petite compète entre eux. Donc, il a fait un beau numéro. Et qui a quand même mis effectivement suffisamment le bazar et a fait suffisamment monter la pression pour que Michel Barnier à un moment dise attendez, les rendez-vous on les annule et puis attendez, je vais peut-être pas y aller. Je pense qu'il allait y aller, il allait finir par trouver la voie, mais il s'est dit il faut mettre une petite pression aussi sur eux. Oui, et puis Gérald Darmanin, effectivement, il fait de la politique, il montre qu'il a un pouvoir de nuisance au Premier ministre, à Michel Barnier, donc il va quand même falloir compter avec moi. Exactement, mais il n'est pas le seul à le faire, c'est exactement, Gabriel Attal, c'est exactement la même stratégie qu'il emploie, où en effet il y a à la fois la dimension pesée dans le jeu politique national, et où il y a en effet en arrière-plan aussi l'élection qui va arriver à la tête de Renaissance. N'en dites pas trop là-dessus, parce que c'est le thème de la chronique de Sophie Dravinel. Allez, on ouvre le chapitre consacré à Gabriel Attal. Il y a un Gabriel Attal, on va dire côté pile, face aux députés Ensemble pour la République. On était juste avant la réunion de Matignon de cet après-midi. Voilà ce que dit l'ancien Premier ministre. Nous voulons que Michel Barnier réussisse. Nous ne serons jamais du côté du blocage parce que l'avenir du pays en dépend. Mais côté face, Sophie, on se demande à quoi pense Gabriel Attal dans cette crise politique, crise institutionnelle. Il pense à nous, évidemment, Thomas, il pense à nous. Et qui peut en douter, on l'a vu à son départ sur le perron de Matignon, il pense à nous, il l'a dit, il l'a répété à un entretien du Point. Il dit j'ai une histoire à écrire avec les Français, donc nous c'est les Français, un peu comme Georges Pompidou avait été mis d'ailleurs par le général de Gaulle en réserve de la République après mai 68. Gabriel Attal veut servir son pays autrement et donc il va avec un pied de côté, même s'il restera effectivement à l'Assemblée avec un titre de président, il va lancer cet automne une fondation contre le harcèlement. Et c'est un souvenir de son passage au ministère de l'Éducation nationale qu'il avait marqué. Et il dit de ce combat contre le harcèlement, c'est un combat que je porte au plus profond de mes tripes. Et là-dessus, nul doute qu'il soit sincère, qui ne le serait pas sur un tel sujet. Ça touche les enfants, ça touche les familles, ça suscite l'émotion et c'est extrêmement consensuel. Alors, il part en campagne. Écoutez, oui, mais c'est plus dilué, c'est plus malin. Disons que c'est pas exactement comme les autres. Il n'est pas insensible, dit-il au Point, à ceux qui le considèrent dans son camp comme le mieux placé pour succéder à Emmanuel Macron. J'y vois, dit-il, le signe que j'ai gagné la confiance d'une partie des Français et tissé un lien particulier avec eux. Cela me donne à la fois de la force pour l'avenir et la responsabilité de ne pas décevoir. C'est la même stratégie au fond qu'Édouard Philippe, on peut dire oui, ça ? À peu près. Mais on peut même dire, pas tout à fait, mais on peut dire qu'il le marque à la culotte sur un même espace politique. Mais il est moins explicite que le maire du Havre, qui s'était ouvertement, lui, lancé en campagne le 3 septembre. Mais il s'exprimait dans le même magazine, avec le même journaliste, à un moment de très forte crispation institutionnelle,
à un moment finalement où tout le monde se demande si Emmanuel Macron, où on ne sait pas si le gouvernement de Michel Barnier va tenir bien longtemps et si Emmanuel Macron, lui aussi, ne devrait pas être obligé de rendre son tablier plus tôt. Oui, c'est vrai que ça fait partie des éléments de l'équation. Stratégie osée quand même. Mais oui, stratégie osée parce que il est réputé et il est un très fin communicant, très habile, extrêmement politique lui aussi. Mais est-ce que les Français ont vraiment envie d'entendre parler de ses voyages en Europe de l'Est, de sa famille, de sa maman, aussi charmante soit-elle, de ses sœurs, aussi sympathiques soient-elles? Est-ce que c'est le moment de dévoiler une part de son âme et de son intimité, de faire ce récit de soi très présidentiel en ce moment? Moi, je me dis, à 81 jours du second tour des législatives, alors qu'on ne sait pas ce que va donner ce gouvernement, je pense que les Français n'ont pas la tête à la présidentielle, qu'on mérite mieux ou au moins autrement. Ouais. Alors, merci beaucoup, Sophie. C'est vraiment, on est là en cette fin d'après-midi de jeudi. On est en train de parler de la stratégie de Gabriel Attal. La communication joue un rôle important parce qu'on a donné les uns et les autres l'architecture du gouvernement, 38 ministres, 16 de plein exercice. Ça vient de qui ? Ça vient de Gabriel Attal. C'est Gabriel Attal qui sort de Matignon et qui, alors que c'est pas son job, hein, normalement, c'est pas à lui de commencer à dévoiler l'architecture du gouvernement. Et puis alors, qu'est-ce qu'on apprend depuis ? On a Michel Barnier qui lui aussi communique et qui dit je vais voir le président de la République, donner mon gouvernement ce soir et qui nous donne un certain nombre de priorités. Alix Bouillaguet, on est en plein dans ce bras de fer dont on parlait. C'est vraiment intéressant, la com politique. La com, là. et c'est vrai que Michel Barnier, il va avoir fort à faire avec Gabriel Attal, parce que Gabriel Attal ne lui fera aucun cadeau, vous l'avez dit, c'est un fin communicant, il est brillant dans certains aspects, il comprend, il pige, c'est un homme aussi de son époque. Après, Gabriel Attal, moi je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'il est de droite fondamentalement? Est-ce qu'il est de gauche? Est-ce qu'il est du milieu? Qu'est-ce qu'il pense? Il n'a pas de bilan, il a fait beaucoup de ministères... De communication. De communication, puis des ministères qui avaient une forme de transversalité. L'éducation, il n'est pas resté assez longtemps. La Baïa, très bien. Mais bon, après tout, Jean-Michel Blanquer, il avait fait des choses sur le voile. Enfin, il y avait... mais voilà, il prend bien la lumière, mais on ne sait pas exactement qui c'est, ce qu'il a dans le ventre. Sauf qu'il a ça clairement une ambition et que Michel Barnier, là il va falloir qu'il se mette en 2.0 pour effectivement court-circuiter les choses, parce que Gabriel Attal c'est des messages non-stop, on galvanise ses troupes, et puis il a une petite difficulté aussi, c'est que les troupes Renaissance, enfin Ensemble pour la République, on ne sait plus trop comment ça s'appelle, là, les macronistes, il y a de la droite, il y a de la gauche, donc ça, c'est pas facile à gérer, mais en tout cas oui, il est clairement dans un objectif de 2027, voire avant. Et alors, puisqu'on parle de communication, côté Michel Barnier, on n'est pas dans le tweet et les réseaux sociaux, c'est un communiqué de presse. On est dans du classique qui a été envoyé et qu'on a donc récupéré. Alors c'est intéressant parce qu'il y a aussi les attentes et les priorités. Pascal Perrineau, bon, il ne rentre pas beaucoup dans le détail. Je pense que tous les premiers ministres depuis quelques années pourraient dire ça, mais améliorer le niveau de vie des Français, le fonctionnement des services publics, particulièrement l'école et la santé, garantir la sécurité, maîtriser l'immigration et faire progresser l'intégration, il dit les deux, c'est quand même pas inintéressant. Encourager nos entreprises, nos agriculteurs, on sait que la crise agricole menace de redémarrer, et conforter l'attractivité économique de la France, et maîtriser nos finances publiques, on va parler du budget dans un instant, et réduire la dette écologique. Là aussi, il reparle de dette écologique comme il l'avait fait sur le perron de l'Élysée, et il annonce que le 1er octobre, comme prévu, déclaration de politique générale. Pascal Perrineau, est-ce que vous avez déjà vu un Premier ministre aussi ballotté dans la période qui précède la formation de son gouvernement, quand même? Non, mais ça n'est pas lié à Michel Barnier. Oui. C'est lié au fait que, voilà, quand on a une majorité de 230 députés, à peu près, quoi, on ne peut être que balloté. Et qu'en plus de ça, ces 230 viennent d'un peu partout, du no man's land qu'est la Macronie, de LR, de l'IOT, qui est insaisissable, là aussi, de la démocratie chrétienne et de ce qu'il en reste, etc. Oui, tout ça, tout de même, on ne peut être que balloté. Mais on voit bien que derrière les questions de style et de com, il y a aussi des hommes qui doivent s'adapter à un changement. Notre régime est en train de changer. Il se parlementarise. Et certains continuent, et peut-être que ça va dater de plus en plus, à jouer le régime présidentiel. C'est-à-dire à être obsédés
par la prochaine élection présidentielle. Oui. Mais alors c'est le paradoxe de Gabriel Attal, parce qu'il est à la fois obsédé par la présidentielle et en même temps il fait passer le message que c'est le Parlement qui va avoir la main sur le gouvernement. Alors que le régime se parlementarise, le pouvoir est de plus en plus au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et à Matignon. Et d'ailleurs, le président a assenti à cette nouvelle division du travail. Le président préside, le gouvernement gouverne. Hein, et là, il faut qu'il fasse attention. En effet, Michel Barnier, il fait ce que l'on fait dans un régime parlementaire. On va voir le président avec sa liste. C'est lui qui propose. C'est ce que dit la Constitution. Et le président va nommer. Donc, il suit paisiblement le chemin d'un Premier ministre de régime parlementaire, en se faisant respecter d'ailleurs par l'Élysée. Mais attention, qu'est-ce qui séduit le plus ? Parce qu'ils ont dû regarder, là, tous ces hommes, parce qu'il n'y a pas de femmes pour l'instant, qui se mettent en réserve de la République. Hein, la réserve est abondante, hein, pour l'instant. On a au moins 3 ou 4 candidats à l'élection présidentielle, déjà. Mais qui parle à l'opinion ? Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé la dernière semaine. C'est que Michel Barnier, que peu de gens connaissaient, au fond, hein, avait vu à l'œuvre, est devenu l'homme politique le plus populaire en France. Hein, et ça doit faire tiquer. Et il devient le plus... Ouais, voilà, je suis pas sûre que ça dure, mais... Ben oui, mais on aurait pu dire... Mais on peut l'espérer pour lui. Dire, étant donné la difficulté, ça va être un flop total. Non. Hein, eh bien, ça n'est pas le cas. Il commence à un niveau qui est un niveau de celui de Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, on le présentait comme la météore. Il aurait pu avoir un palier de départ plus bas. Voilà, et cela doit rendre prudent, parce que ça veut dire que les électeurs, dont on ne parle pas jusqu'à maintenant, les électeurs, au fond, par rapport aux éléments de langage habituels et coutumiers, le style un peu savoyard parcourant ça plaît pas mal. Ça plaît pas mal. Oui, alors effectivement, il aurait pu partir d'un palier plus bas, je vous le concède. Je pense quand même que les Français, sérieusement, étaient lassés d'avoir attendu plus de 60 jours pour avoir quelqu'un. Il y avait vraiment l'attente de quelque chose. Les sondeurs nous l'ont vraiment dit. Et en fait, Michel Barnier, c'était pas une... En fait, il ne pouvait, j'allais dire, que rassurer les Français. Parce que, justement, vous l'avez dit, c'est quelqu'un du territoire, pour ne pas dire pas un paysan comme il se présente, parce que c'est plutôt pas exactement le milieu paysan, mais en tout cas quelqu'un des territoires. Et surtout son âge. C'est-à-dire que son âge, vraiment, qui fait un peu un choc avec Gabriel Attal. Et il va y avoir cette opposition entre le Parlement et effectivement Matignon. Et c'est là on va voir qui va prendre du Parlement ou de Matignon un peu la main l'un sur l'autre. Et là, Gabriel Attal va jouer effectivement un vrai rôle. Mais je pense que sa figure, pour le moment, ne pouvait que rassurer les Français. Et donc, il y avait un crédit, il y avait déjà un crédit. Allez, j'ouvre un chapitre consacré à l'enjeu, peut-être le premier, en tout cas l'un des plus importants pour Michel Barnier, celui du budget, avec une citation du Premier ministre. La situation budgétaire que je découvre est très grave. Cette situation mérite mieux que des petites phrases. Elle exige de la responsabilité. Vous évoquiez ce mot responsabilité tout à l'heure. Pascal Perrineau, il l'a déclaré mercredi matin. C'était devant les députés Ensemble pour la République. On en parle tout de suite de cet enjeu budgétaire avec Alexandre Poussard. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bienvenue. Le gouvernement devrait reporter d'au moins une semaine la présentation de ce budget au Parlement. C'est très rare dans l'histoire de la Ve République. Oui, c'est extrêmement rare dans l'histoire de notre Ve République. Alors, le budget, c'est un texte fondamental pour le fonctionnement de notre démocratie. Et donc, la Constitution est très claire sur le calendrier. Chaque année, le gouvernement doit présenter le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale au plus tard le 1er mardi d'octobre. Alors, cette année, cela tombe donc le 1er octobre. Alors, le 1er octobre, on a appris que ça devrait être le discours de politique générale du Premier ministre. Et puis, compte tenu de tout le temps qu'a pris la formation de ce gouvernement, eh bien, Michel Barnier envisage de reporter la présentation de ce budget aux députés d'environ 8 jours. C'est quasiment inédit. Alors, ce n'est pas dramatique, mais pour adopter le budget avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, eh bien, la Constitution garantit au Parlement un délai d'examen incompressible de 70 jours pour adopter le projet de loi de finances, 40 jours pour la première lecture à l'Assemblée nationale, 20 jours pour la première lecture au Sénat et ensuite 10 jours de navette parlementaire. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore urgence, mais attention quand même. Oui, je retiens quand même que les sénateurs travaillent beaucoup plus vite que les députés. Ah, ils sont efficaces. Voilà, on ne peut pas s'empêcher de le dire. Ce retard
crispe encore les relations entre le gouvernement et le Parlement autour de ce budget, évidemment. Et oui, car avant de quitter Matignon, Gabriel Attal a préparé un budget provisoire qui reprend la même enveloppe financière que l'an dernier. Et c'est sur cette base que Michel Barnier a indiqué construire son budget 2025. Depuis cet été, les différents ministères disposent de leur enveloppe budgétaire, ce qu'on appelle les lettres de plafond, des documents que les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ont essayé d'obtenir en vain depuis des semaines. Les députés se sont même déplacés à Bercy et à Matignon pour les obtenir. Refus de l'exécutif. Ce n'est qu'aujourd'hui que Michel Barnier a transmis aux parlementaires les premières informations sur ce budget. Et regardez ce que dit Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il réagit à cette livraison de documents. Si cette livraison ne répare pas le refus absolument illégal qui a été opposé au rapporteur général et moi-même dans la transmission de ces documents budgétaires, je vais quand même y voir le résultat de notre pression sur le gouvernement. Donc on voit bien qu'avant même le début de l'examen de ce budget, eh bien, il y a un bras de fer entre les oppositions et le gouvernement. Ouais, merci beaucoup Alexandre. À très vite. On se revoit pour notre second thème qui sera consacré au bas salaire et au pouvoir d'achat des Français. Adrien Brachet, revenons sur ce... alors, est-ce qu'ils sont dans leur droit, le président de la commission des finances Éric Coquerel, le rapporteur général du budget Charles de Courson? Ils sont d'abord allés à Bercy, ensuite ils sont allés à Matignon. Bon, c'est dans leurs prérogatives. Il y a quand même aussi un peu de théâtre politique. On évoquait le théâtre politique tout à l'heure. Bien sûr, surtout quand on a deux personnalités à fort caractère que sont Éric Coquerel et Charles de Courson. Bien sûr qu'il y a une part d'affichage politique, mais d'une certaine manière, c'est aussi le signe de ce changement de fonctionnement et de monde, d'une certaine manière, dans le sens où, eh bien, maintenant, le Parlement rappelle qu'il faut compter avec lui et qu'il peut mettre son grain de sel quand cela est nécessaire. Et puis, je pense aussi que Charles de Courson et Éric Coquerel ont bien fait parce que, de toute évidence, de ce qui est sorti ces dernières semaines et ces derniers mois, il y avait eu à Bercy des alertes quand même très tôt sur le fait que le déficit serait plus important que ce qui avait été annoncé. Et donc, il est légitime dans ce cadre-là que les parlementaires réclament des informations en disant mais est-ce qu'il y a eu une insincérité au moment où on nous a annoncé les chiffres, les données, etc. Donc, pour moi, ils étaient clairement dans leur rôle quand on regarde ce contexte-là. Et quand on a eu, c'est vrai que c'est quand même assez spectaculaire d'avoir eu ces 2 mois d'été où on a été dans un quasi-arrêt du fonctionnement des ministères. Donc, tout le monde était devant sa télé et regardait les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous croyez ? Donc, pour moi, ça me semble totalement légitime. Oui, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est quand même beaucoup de postures. Hein. Bon, on est d'accord là-dessus. Quand Michel Barnier dit la situation est très grave, il n'a pas tort, mais peut-il vraiment la découvrir? Non, mais voilà, il a lancé ce communiqué au moment où on était au climax de « retenez-moi ou je fais un malheur oui. ». Donc je vais partir. Voilà, il a fait un peu mousser les choses. Oui. Alors, bien sûr, non seulement il est au courant, parce que la France entière est au courant, c'est quand même plusieurs mois qu'on ne parle que de ça, oui. Et puis il a quand même comme directeur de cabinet, l'ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire qui était à Bercy. C'est bien de le rappeler. Donc il est quand même au cœur du dossier. Mais il était aussi dans son rôle de dire attendez, les choses ne sont pas aussi simples, moi j'ai quelque chose de grave à gérer, donc le casting c'est important. Et puis peut-être pour excuser aussi cette lenteur ou ce décalage dans le processus, c'est quand même qu'il ne faut pas oublier qu'il a été nommé début septembre, que finalement, jusqu'à ce soir, si tout va bien, il n'a pas de gouvernement en exercice. Et que donc c'est pas tout à fait anormal qu'il y ait un petit délai, d'autant que a priori il présentera son budget le 9 octobre, mais il aurait même encore une petite semaine de rab si on veut être dans les 70 jours de débat. Donc bon, il n'y a pas non plus péril en la demeure. Après, il faudra effectivement voir le contenu. Après, c'est un acte politique majeur, un budget. Or, il est quand même un peu contraint de s'inscrire dans les pas du budget qui a été préparé par l'équipe précédente. Mais s'il a demandé ce report d'une semaine, c'est pour tenter d'imprimer un peu sa marque. Oui. Bien sûr, ça ne sera pas fondamental parce que sur les grandes masses, le budget dans ces grandes masses est prêt. Mais revenons à la passation de pouvoir entre Gabriel Attal et l'actuel Premier ministre. Gabriel Attal avait dit « mais tout est prêt, tout est sur mon bureau, vous n'avez qu'à appliquer ». Il lui a fait remarquer « est-ce que vous me permettez que je mette un peu ma patte quoi, hein ?» Et il va mettre sa patte. Et ces 8 jours de délai, c'est pour y mettre sa patte. Et on le comprend bien.
Hein. Le gouvernement a changé et les ministres macroniens, même s'ils sont 9 sur les 16, ils doivent se rendre compte que le gouvernement a changé. Ça n'est plus un gouvernement macronien. Oui, on peut quand même en douter si les équilibres qui nous ont été dits justement par Gabriel Attal, déjà on peut s'interroger, savoir pourquoi est-ce que c'est Gabriel Attal qui communique, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, sur l'équilibre de ce gouvernement, première chose. Et deuxième chose, si effectivement il n'y a que 3 LR de plein exercice et qu'on peut se reposer la question, à mon avis, de savoir s'il s'agit vraiment d'un remaniement ou s'il s'agit d'une sorte d'une cohabitation ou d'une sorte de remaniement cohabitant. Et là, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire, effectivement, et puis la possibilité pour Michel Barnier d'imprimer une vraie... Parce que vous disiez très justement, parler du directeur de cabinet qui venait de Bercy, c'est quand même aussi une preuve que c'est une poursuite, même si on peut comprendre que ce soit nécessaire du fait de l'état des finances de la France. Et donc tout ça ne nous dit pas si c'est encore Emmanuel Macron qui dirige avec Gabriel Attal ou si Michel Barnier va prendre sa place. Alors nos confrères de l'agence France-Presse nous donnent avant les arbitrages définitifs, les gagnants et les perdants de ce budget 2025, et ils nous apprennent qu'il y a un plafond de dépenses qui est identique à celui de 2024, 492 milliards d'euros. La défense s'en sort le mieux, plus 7%. Mission sécurité, donc police, gendarmerie, plus 3%. Et ensuite, parmi les perdants cités par l'agence France-Presse, on trouve le travail et l'emploi, moins 7%, avec notamment l'apprentissage. C'est vrai qu'il y a des questions sur peut-être des effets d'aubaine sur certains des crédits alloués à l'apprentissage. L'aide publique au développement, qui verrait son budget baisser. L'agriculture, alors ça va ouvrir une vraie question, vu les difficultés rencontrées par les agriculteurs français depuis des mois. Et la fonction publique, avec une baisse aussi assez importante. Je disais, c'est un acte politique, Adrien Brachet. Il va forcément avoir recours au 49.3, le Premier ministre. Alors, c'est toujours difficile de se projeter, mais... C'est difficile de se projeter. C'est intéressant parce que c'est devenu une espèce d'épouvantail. D'épouvantail absolu. C'est difficile En effet, ce sera difficile pour lui d'éviter le 49.3. La question, c'est derrière, est-ce que, en fait, le Rassemblement national décidera ou pas de voter une censure? Il est possible que Marine Le Pen, ne voulant pas jouer la perturbatrice, etc., en plus, Marine Le Pen qui va entrer dans une séquence de procès, il est possible qu'elle dise à ses troupes on ne vote pas maintenant une censure. Mais ça n'empêche que l'exercice va être très compliqué pour Michel Barnier, et je pense que ce que vous dites est important, c'est-à-dire qu'un budget, finalement, quand on en parle, on a l'impression que c'est une sorte de gros tableau Excel, etc., très complexe, mais en fait, c'est un acte profondément politique. Et en effet, le fait de dire on privilégie tel ministère plutôt que tel autre pour faire des économies, c'est quelque chose de profondément marqué politiquement. La gauche et la droite ne viseront pas les mêmes ministères. Et d'ailleurs, un ministère sur lequel il faudra être extrêmement attentif, à la fois parce que c'est un ministère très important, mais à la fois aussi parce qu'il y a beaucoup de symboles politiques qui se jouent autour de lui, c'est celui de l'éducation nationale, puisque Gabriel Attal, qui y est passé, en a fait un de ses grands combats. Et donc, s'il y avait des rabots au ministère de l'éducation nationale, ça serait quand même un signal. Et d'ailleurs, Nicole Belloubet aussi, au moment de partir de sa conférence de presse, de la dernière conférence de presse de sa conférence de presse de rentrée, a dit qu'il fallait sanctuariser le budget de l'éducation nationale. Donc, c'est le genre de signaux qu'il faudra regarder attentivement. Ouais, un tout dernier mot, Sophie, sans donner de nom, que vous avez reçus les uns et les autres. Est-ce qu'il y a des ministres démissionnaires qui seraient encore là? Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, très peu. Pas beaucoup. Peu, mais quelques-uns. Ouais. Bon. A priori, potentiellement. Et qui changent de poste, voilà, qui on est pourraient super bouger. prudent parce qu'on ne veut pas être démenti dans il y en a qui resteraient, il y en a qui bougeraient. Bon, ok, on verra bien. Mais on est passionné de politique, hein, le goût de la politique. Voilà, c'est notre point commun et c'est notre point commun ici. Merci beaucoup. Merci. Et donc c'est le titre de votre livre, Pascal, Le goût de la politique à l'observateur passionné de la Ve République, publié aux éditions Odile Jacob. À très bientôt sur le plateau de Sens Public.